je crois que la technique est prête, donc on va commencer. Bonjour, bienvenue sur ma présentation sur les bonnes pratiques de développement pour les applications Git. Alors, en quelques mots, je m'appelle Julien Dramé, je suis développeur chez Arbis. Arbis, c'est la société qui est derrière Git Platform ou GitIP. Je suis contributeur à Git et je suis en fait mainteneur officiel de certaines parties du code Git. On peut rentrer, hein, il n'y a pas de problème. Et je représente aussi Arbis au comité directeur de Git, donc j'utilise un peu Git tous les jours et je suis un peu plongé dans l'environnement Git. Alors, les motivations de cette présentation, en fait, ça fait 2 ans maintenant que je travaille que je suis chez Arbis et je travaille essentiellement avec Git, en tout cas du côté client. Et on a acquis une certaine expérience dans le développement de Git et ça nous permet de créer des applications Git qui sont à la fois performantes, qui sont de qualité et dans un très court temps. Et alors, j'ai remarqué aussi que je fais pas mal de support aussi pour nos clients qui ont des problèmes avec leur application Git. Et j'ai remarqué que ces bonnes pratiques, souvent les gens ne les mettent pas en œuvre. Et une fois qu'on leur dit, les gens sont contents. Et donc, je voulais faire une présentation pour présenter tout ça à la communauté. Alors, la présentation va s'articuler autour de 3 points. On va d'abord vraiment voir les bonnes pratiques à faire dans le code Git. Donc, ça va être la partie performance, on va dire, comment écrire un code Git qui va être plus performant. Puis, on va voir comment maintenir un code de qualité. Donc là, ça ne va pas vraiment être lié à Git, mais plus dans le développement web en général. Et puis, je vais terminer en faisant un peu le point de l'état actuel de la technologie, donc où on en est dans Git et vers où on va dans le futur. Donc, il y aura beaucoup de slides, je vais essayer d'aller vite pour essayer de tout faire. On n'aura sûrement peut-être pas le temps pour les questions, mais je suis là toute la journée, donc si vous avez une question par après, n'hésitez pas à venir me voir et je vous répondrai. Alors, la première best practice à mettre en œuvre, c'est surtout d'éviter les widgets. Alors, les widgets, pourquoi il faut les éviter? Tout simplement parce que les widgets, c'est lourd. Alors, pour trois principales raisons. Alors, il faut savoir que les widgets, c'est quand même assez vieux. Ça a été construit lors des premières versions de Git, donc en genre 2006, donc quasi 10 ans. Et alors, si vous utilisez beaucoup de widgets dans votre application, le premier truc que vous allez avoir, si vous regardez le code de votre application, ça va être une structure comme ça de votre HTML, où ça va être des diffs, hein, vous écrivez dans des diffs avec des tables de temps en temps pour être sûr que tout se positionne bien. Et donc, vous allez perdre un peu le contrôle de votre HTML et vous allez avoir énormément d'éléments dans le DOM. Et il faut savoir que quand même le navigateur, même si maintenant les navigateurs sont assez performants, moins il y a d'éléments dans le DOM et plus votre application va être fluide et plus ça va être performant. Donc, il faut essayer d'éviter d'utiliser des widgets pour reprendre le contrôle de votre HTML. Il n'y a rien à faire, vous faites de l'application web, il faut vraiment savoir comment marche l'HTML et comment marche le JavaScript et comment marche le CSS. Alors, la deuxième raison, j'ai pris un exemple un peu pour montrer la deuxième raison. Ça, c'est UIMinder. D'abord, est-ce que tout le monde connaît, je suppose que tout le monde connaît Git? Oui, personne, ok, comme ça je peux aller plus vite. Dans UIMinder, ici, on utilise la librairie Git Bootstrap. J'ai rien contre la librairie Bootstrap, mais l'exemple ici est assez flagrant. Et on utilise donc les widgets de Git Bootstrap pour faire le layout. Donc ici, on crée des rows, on crée des colonnes. Et on a ici, si on compte, on a plus ou moins 16 widgets pour créer la partie de l'interface qu'on veut. Alors il faut savoir que derrière tout ça, ce qui va se passer lorsque le code JavaScript qui va générer ce code HTML, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer avec le HTML panel. HTML panel, c'est un div. Il va créer le div, il va injecter le div dans le DOM. Et après, il va dire au HTML panel, OK, maintenant, crée tes enfants et injecte tes enfants. Donc, il va créer la row, qui va créer un div, qui va s'injecter dans le DOM, et ainsi de suite. Donc, chaque enfant va être créé et on va avoir ici, en fait, 16 insertions d'éléments dans le DOM. Derrière tout ça, il faut savoir aussi qu'il y a un certain life cycle derrière chaque widget. C'est-à-dire que quand un widget est inséré dans le DOM, il va avoir les méthodes onload, onattach, ondetach et tout ça qui vont être appelées. Et donc, pour chaque widget dans votre interface, il va avoir ce life cycle qui va être mis en place. Et donc, il faudrait essayer d'éviter ça et plutôt d'utiliser de l'HTML directement. Ici, c'est exactement, on va utiliser Bootstrap, mais on va utiliser le Bootstrap au niveau CSS et on va écrire de l'HTML. Et si vous regardez, c'est exactement l'équivalent
du code précédent, sauf qu'on a le HTML directement et c'est pas moins lisible. Mais la grosse différence ici, ce qui va se passer derrière, c'est que le HTML panel va créer son div, et puis tout ça ici, ça va être construit dans une grande string. Donc votre JavaScript va créer une string qui va contenir tout votre HTML, et tout va être injecté d'un coup dans le DOM. Et ça, c'est beaucoup plus performant pour les navigateurs que d'insérer un élément à la fois. Donc on va passer de 16 insertions à une seule insertion. Alors bon, ici, avec 16, c'est pas, vous n'allez pas avoir de grandes différences au niveau de la performance, mais si vous faites ça, si vous avez une application qui est assez complexe et qui utilise Bootstrap pour faire le layout, et vous utilisez des widgets pour faire votre layout, si vous passez en HTML, vous allez quand même voir une grande différence. Donc, on a évoqué maintenant deux raisons pourquoi éviter les widgets. Le premier, c'est parce qu'on n'a pas le contrôle sur le HTML et le HTML n'est pas optimisé. Le deuxième, c'est lourd parce que les HTML ont un life cycle qui est assez lourd, où ils doivent s'insérer l'un à l'autre, et on doit appeler les différentes méthodes. Et la troisième raison pourquoi il faut éviter d'utiliser les widgets, c'est que les widgets viennent avec un mécanisme pour gérer les événements. Et donc il faut savoir qu'un widget, c'est un élément du DOM, autour duquel on va mettre du JavaScript, ou du Java, mais qui va être compilé en JavaScript, afin de pouvoir manipuler cet élément, et aussi de pouvoir ajouter des event handlers pour écouter sur les événements. Et donc tout ça, cette couche autour de l'élément, ça va avoir un certain coût, et on n'en a pas nécessairement besoin. Donc dans mon exemple à côté, on n'a pas besoin d'écouter le clic sur la row, ou sur une colonne, etc. Donc on va mettre en place quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux revenir sur du pur HTML, où là vous allez avoir vraiment le contrôle et vous allez mettre les éléments là où vous en avez envie. Alors la question, vous allez peut-être me dire, ok, mais comment alors on va attacher Event Handler aux éléments? Parce que justement c'est le but d'un widget, c'est de pouvoir écouter sur le clic sur n'importe quel événement DOM. Alors nous, la réponse chez Arbis, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on utilise GUID-Query. Alors pour ceux qui ne connaissent pas jQuery ou GUID-Query, c'est comme vous voulez, c'est le port de la librairie jQuery, mais en GWT, en GUID. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment la réécriture complète de l'application de la librairie jQuery en GUID. Donc ça veut dire que si vous utilisez 2 ou 3 méthodes, le compilateur va simplement prendre dans cette librairie le code que vous utilisez, et il ne va pas embarquer tout le code de jQuery. Et donc nous, on utilise ça pour manipuler tous les éléments du DOM en fait. Donc on ne manipule plus de widget, on va manipuler directement des éléments. Et voici un exemple, par exemple. Il faut savoir que quand vous utilisez des éléments dans votre UI Binder, vous pouvez injecter l'élément dans votre interface en utilisant la notation UI field, comme vous faites avec vos widgets. Mais alors, ce qui est intéressant après, c'est qu'on peut utiliser GUID-Query, par exemple, pour aller rajouter un événement de clic sur un bouton. Vous pouvez commencer à utiliser toutes les méthodes qui existent dans jQuery pour manipuler vos événements, et ça c'est beaucoup plus puissant que simplement utiliser les méthodes proposées par les widgets. Et alors vous pouvez bien sûr utiliser GUID-Query pour faire des requêtes, GUID-Query pour faire des requêtes dans le DOM. Donc par exemple ici, on a un objet table, on a un élément table, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tous les inputs qui sont dans cet élément table, et on va rajouter une classe. Donc ça permet d'avoir un code assez élégant et assez optimisé aussi. Alors, bon, j'ai dit qu'il fallait bien sûr éviter d'utiliser des widgets. Bon, dans certains cas, il faut quand même utiliser des widgets. Bon, le cas, c'est lorsqu'on va créer des composants qu'on va vouloir réutiliser à travers toute l'application. Mais là, je parle de composants assez complexes. Donc, les composants vont être faits avec du HTML derrière, avec un UI Binder et tout ça. Mais vous allez encapsuler toute votre logique dans un widget pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Alors, je vais parler un peu plus tard du présenteur widget. Je conseille d'utiliser ça si vous avez pas mal de business logique dans votre widget, parce que ça va vous permettre de faire des tests là. On va en reparler juste après dans la présentation. Quelque chose aussi, pour moi, dans le futur, les widgets vont disparaître en fait. C'est quelque chose qu'on maintient encore dans le code, mais qu'on ne fait plus évoluer pour le moment et qu'on ne fera plus évoluer. Pourquoi? Parce que ça va disparaître au profit des web components. Et donc là, vous serez aussi obligé d'utiliser du HTML et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer déjà à utiliser ça et un peu de se détacher des widgets.
Alors, il y a deux exceptions aussi de widgets que nous on utilise souvent. Bon, d'abord, c'est l'HTML panel, parce que vous en avez besoin pour insérer votre HTML dedans. Logique. Et les cell widgets. Alors, les cell widgets, eux, sont beaucoup plus récents et n'ont pas les désavantages que je viens de citer avant. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, la cell table, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va construire tout son HTML avant de s'injecter dans le DOM. C'est-à-dire qu'elle ne va pas demander à chaque cellule de faire son HTML et de s'injecter elle-même dans le DOM. Elle va créer tout l'HTML qu'elle a besoin pour créer la table et elle va s'injecter automatiquement. De même pour les événements, vous pouvez mettre, si vous avez déjà utilisé des cell tables, vous pouvez mettre des event handlers sur chaque cellule, mais en fait, il va pas, derrière, le cell table ne va pas rajouter un event handler sur chaque cellule. Il va utiliser ce qu'on appelle la délégation d'événements, je vais en revenir après, je vais l'expliquer, qui fait qu'il va simplement mettre un event handler sur la table et ça va permettre de gérer tous les clics sur toutes les cellules, enfin tous les événements qui gèrent dans la cellule. Ça veut dire aussi que s'il change le contenu de la table, il ne doit pas remettre cet event handler là. Il est mis une fois pour toutes et ça continue à fonctionner. Je vais en revenir après plus tard dans la présentation. Alors, la deuxième best practice que j'aurais, c'est d'utiliser l'historique du navigateur. Alors, tout simplement, il faut laisser la possibilité aux utilisateurs d'utiliser le back button. C'est quelque chose qui est assez énervant quand on a une application et que l'utilisateur a l'habitude de vouloir revenir en arrière. Mais au lieu d'appuyer sur votre bouton cancel ou votre bouton previews, il va faire le back button et là, il saute. Soit il revient dans une autre application ou il saute complètement et il est complètement perdu. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez implémenter. De même, vous devez donner la possibilité aux utilisateurs de faire un refresh et de revenir dans le même état qu'était l'application avant le refresh. Il ne doit pas recommencer à zéro et commencer à aller dans les menus pour revenir dans l'écran qu'il était en train de faire juste parce qu'il a reloadé l'application. Un utilisateur, s'il trouve que ça ne va pas assez vite, le premier réflexe qu'il veut peut-être avoir faire, c'est vouloir faire un reload de la page. Et si on perd tout le contexte, on va perdu. Alors pour ça, il faut utiliser, j'ai mis l'history token, mais c'est le fragment dans l'URL, donc je crois qu'en français on appelle ça un signé. Donc c'est la partie après le dièse dans l'URL. Et cet history token, en fait, ça doit contenir assez d'informations pour qu'à chaque moment donné, on puisse déterminer l'état de l'application. C'est-à-dire qu'on va voir plus tard qu'on va faire des présenteurs de view. Votre écran, enfin vos présenteurs view devront être, si vous voulez, un peu stateless. Ils ne doivent pas garder de l'état eux-mêmes, mais doivent pouvoir déterminer l'état à partir de l'URL. Ça, c'est très important. Et si vous faites ça, à ce moment, le back button va fonctionner et le refresh aussi. Et le back button, pour que ça fonctionne, chaque fois que vous changez d'écran, il faut updater l'URL, en updatant l'URL, en updatant le fragment et en mettant l'état sur lequel l'utilisateur est dans l'URL. Donc on va créer des items dans l'historique et donc on va pouvoir utiliser le forward et le back button de manière aisée. Et un conseil, quand vous faites ça, vous devez l'implémenter dès le départ. Si vous ne le faites pas dès le départ, après c'est trop compliqué de mettre ça en place en fait. Alors, troisième best practice, c'est utiliser un event bus. Je crois que ça, majoritairement tout le monde le fait maintenant. Ça a été présenté par Ray Ryan en 2009, je crois, à Google I.O. Dans aussi il avait fait une présentation sur les best practices. Ça permet de découpler tout votre code, ça permet de découpler vos composants entre eux. Donc parce que les composants n'ont rien à faire, seulement vont devoir discuter entre eux, s'échanger de l'information. Et pour ça, on va utiliser des événements. Donc on va déclencher des événements et les composants qui sont intéressés par cet événement vont juste écouter cet événement et prendre l'information qu'ils ont besoin et faire leur travail. Ça évite que les composants ont des instances, sont liés l'un entre eux autres. Et ça permet aussi d'avoir du code qu'on va dire spaghetti. Ma quatrième bonne pratique, c'est d'utiliser l'injection de dépendance. Alors, pour Git, le premier framework qui fait ça, c'est Gin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le pendant de Juice pour... Juice, c'est aussi un framework d'injection de dépendance, mais du côté serveur. C'est le pendant de Juice, mais pour Git. Alors, la raison de ça, on va le voir par après, c'est pour les tests, en fait. Moi, je trouve que ça rend le code plus beau et plus facile, et ça permet de modifier plus facilement
le code, parce qu'en fait, l'injection de dépendance, c'est lorsque vous êtes dans une classe et que votre classe a besoin d'une dépendance, elle va juste injecter cette dépendance dans son constructeur, elle va garder une instance de cette dépendance et elle va l'utiliser. Alors c'est bien parce que vous n'allez plus faire de new en fait dans votre code. C'est vraiment le framework d'injection de dépendance qui va gérer la création des objets. Alors vous pouvez dire ok, cet objet-là ça va être un singleton, celui-là non, je veux toujours une nouvelle instance à chaque fois. Vous avez des providers, c'est super bien fait, ça fait un code assez beau. Mais le gros avantage derrière ça, ça va être les tests, et on va en revenir après. Alors, une des bonnes pratiques, et je crois que ça, beaucoup de gens quand même maintenant l'utilisent en code, c'est d'utiliser le MVP, Model View Presenter. Pour ceux qui ne connaissent pas le Model View Presenter, c'est un peu un pattern en couche où on a le modèle, on a le présenteur et la view qui sont séparés, et le présenteur et la view communiquent ensemble. Les bonnes pratiques quand on utilise le MVP, c'est que vos présenteurs doivent contenir toute votre business logique. Et ils doivent contenir toute votre business logique et surtout, ils doivent rien connaître de l'interface utilisateur. Ils ne doivent pas être au courant qu'on utilise du HTML, qu'on utilise des divs, que ça va être mis dans un span ou autre ça. C'est pas, le présenteur va vraiment rassembler toute votre business logique à l'intérieur. Et il y a une raison pour ça, ce sera pour les tests aussi, on va en revenir après. Et inversement, pour les vues doivent être aussi stupides que possible. Pourquoi? Parce que la vue va être drivée en fait par le présenteur. C'est-à-dire que c'est le présenteur qui va donner des heurts à votre view. Et la view, donc, tout ce qu'elle va faire, c'est updater l'interface utilisateur. Et elle va aussi écouter ce que l'utilisateur fait sur l'interface pour prévenir le présenteur. Mais en aucun cas, elle doit faire une prise de décision. S'il y a une prise de décision à faire sur quelque chose, on doit rappeler le présenteur pour lui demander ce qu'il faut faire. C'est très important parce que ça va permettre en fait de tester très fort votre application à la fin. Alors nous, pour tout ça, vous pouvez implémenter le modèle MVP par vous-même parce que Git vous fournit les outils nécessaires pour le faire, donc Activity, Places et tout ça. Nous, on utilise GoTP parce que c'est notre produit en fait. Et GoTP va faire tout ça pour nous et un peu plus. Et en fait, toutes les bonnes pratiques que j'ai mis, que je viens de vous parler, GoTP va vous les fournir. C'est-à-dire que GoTP utilise un event bus pour parler entre présenteurs. Il utilise l'injection de dépendance, donc on utilise Gin, donc c'est out of the box, vous pouvez utiliser Gin directement. On va gérer tout ce qui est l'URL avec des name tokens, etc. Donc le GoTP va pouvoir, si par exemple l'URL change, c'est GoTP qui va s'occuper à aller chercher le présenteur qui correspond à cette URL pour l'appeler et vous fournir les paramètres. De même, vous pouvez facilement, simplement en une ou deux lignes de code, changer l'URL de la présentation et tout se fait automatiquement. Donc, il y a beaucoup de... Je vais pas, mon but ici n'est pas de vous présenter GoTP et de vous faire un cours là-dessus. Donc, il y a beaucoup de features intéressantes. Donc, tous les présenteurs, par exemple, le présenteur view a un certain life cycle. Donc, vous pouvez savoir quand le présenteur va être affiché, enfin, quand la vue va être affichée, quand elle va être retirée du DOM. Vous allez savoir quand le présenteur se crée, quand le présenteur va être updaté parce que l'URL a changé. Donc, par exemple, imaginez que vous affichez les détails d'un utilisateur et qu'on change l'ID d'utilisateur dans l'URL, automatiquement, GoTP va prévenir votre présenteur en disant « Ah tiens, là il y a quelque chose qui a changé, est-ce que tu dois faire quelque chose ?» Donc vous avez vraiment différents points où vous allez pouvoir insérer votre code et d'une manière très structurée. Et toute votre classe, tous vos présenteurs view vont avoir la même structure et vont utiliser les mêmes choses. Alors il y avait les présenteurs widgets, ça j'en ai parlé tantôt. C'est plus lorsque vous devez créer des widgets, donc c'est-à-dire des composants que vous allez vouloir réutiliser un peu partout, mais qui contient de la business logic. Donc à ce moment-là, on va aussi appliquer le modèle, pas vraiment MVP, mais plus view presenter. Donc on va créer une view qui va vraiment gérer toute l'HTML de votre widget, et vous allez avoir un présenteur qui va contenir votre business logic. Moi, une des features les plus intéressantes pour moi quand j'ai commencé à utiliser GoTP, c'était les nested presenters. Donc c'est les présenteurs imbriqués l'un dans l'autre. Tout ça est géré automatiquement par GoTP. Donc ça va vous permettre
de vous faire un système de template en fait. Vous allez avoir un présenteur qui va gérer le menu à gauche, un présenteur qui va gérer le menu à droite, un présenteur qui va gérer toute l'application où on va mettre donc le menu à gauche, le menu à droite. Vous allez créer un slot, vous allez mettre un autre présenteur, etc., etc. Et tout va être géré par GoTP. Il y a les pop-up présenteurs aussi, tous les pop-up pourraient être gérés aussi par présenteur et view, et c'est automatiquement géré par GoTP, etc., etc. Il y a énormément de choses. Si vous êtes intéressé, il y aura sûrement une présentation à Git Create là-dessus, donc vous aurez plus d'informations là. Alors, revenons un peu aux best practices de Git. Alors, une bonne pratique aussi, c'est d'utiliser le plus de possible le CSS. Pourquoi? Parce que je vois encore souvent des gens qui écoutent sur, par exemple, l'événement mouse over ou mouse out, juste pour ajouter une classe de style. Alors qu'il suffit simplement d'utiliser les 2 points over dans votre CSS pour faire ça automatiquement, et ça va être beaucoup plus performant, c'est géré par le navigateur, tout ça. Donc, vous devez utiliser le plus possible de CSS, si vous savez, pour faire vos animations, par exemple. Si vous avez un panel qui doit être fermé puis qui s'ouvre pour montrer le contenu, mais ça se fait en CSS maintenant. Vous ne devez plus faire ça en JavaScript. Ah ouais, ça c'est un truc aussi que les gens ne font pas nécessairement dans leur application. C'est de loader le plus possible de données dans votre page d'index.html. Alors, en fait, le but, ça va être d'injecter des données qui sont statiques, qui vont être nécessaires pour lancer l'application, dans un tableau JavaScript, dans votre index.html. C'est-à-dire que votre index.html va devenir dynamique. Et lorsque l'utilisateur va se connecter à votre application, au lieu de simplement d'envoyer un fichier index.html qui contient rien, parce que tout va être généré après par le code JavaScript, vous allez déjà insérer là-dedans toutes les données qui sont nécessaires pour que l'application démarre. Donc là-dedans, ça pourrait être, par exemple, si l'utilisateur est déjà logué, ça pourrait être les informations de l'utilisateur. Si vous avez par exemple des traductions qui sont faites du côté serveur, ben, vous mettez toutes les traductions là-dedans. Si vous avez des settings pour l'application, vous mettez tout dedans. Si par exemple votre application démarre avec un tableau qui contient 50 lignes, eh ben, mettez les données qui correspondent aux 50 lignes dedans. Et le but en fait derrière ça, mais ça va être de minimiser le nombre de requêtes nécessaires pour loader l'application. Parce que je vois souvent, l'application arrive, on démarre le code JavaScript. Bon, première chose, on va chercher l'utilisateur. Une fois qu'on a l'utilisateur, bon, on va chercher ses settings. Puis, bah, tiens, on a besoin de traduction, on va chercher les traductions. Et donc, on fait toujours des requêtes l'une après l'autre. Et donc, le temps pour lancer votre application augmente très fortement. Si vous mettez tout dès que vous demandez l'index.html, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais, alors, si vous voulez lire après ça, en fait, il y a une classe qui s'appelle Dictionary dans Git qui permet d'aller lire des variables ou des tableaux comme ça qui sont dans JavaScript, qui sont dans l'HTML, pardon. Alors, ça va être ma dernière best practice. J'ai parlé tantôt de l'event delegation, ou délégation d'événements. Alors, pour ça, je vais donner un exemple pour vraiment bien vous faire comprendre, parce que ici, tous les mots sont importants ici. C'est qu'il faut utiliser la délégation d'événements quand c'est nécessaire. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez un div qui va contenir des textes, et dans le texte, vous allez avoir plusieurs spans, des éléments span, sur lesquels, quand l'utilisateur clique dessus, vous voulez afficher un tooltip pour donner plus d'informations sur le texte qui est inclus dans le span. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est, d'une manière ou d'une autre, d'aller chercher les spans qui sont dans ce div et d'aller insérer un event handler pour chaque span qu'on va trouver. Alors, le gros problème, c'est qu'on va créer une multitude d'objets. Donc, si vous avez énormément de spans, vous allez créer plusieurs event handlers, alors qu'un serait suffisant. Et le deuxième gros problème, c'est que si le contenu est dynamique, donc imaginez par exemple que c'est un div qui est scrollable, et qu'au fur et à mesure qu'on scrolle, on load le contenu du div, à chaque fois que vous allez loader, vous devrez à chaque fois faire une requête pour rechercher les spans dans le texte pour remettre des event handlers. Alors, dans des cas pareils, le mieux est d'utiliser la délégation d'événements. La délégation d'événements, c'est qu'on va mettre simplement
un event handler au niveau du conteneur, au niveau du div, et on va dire au div, OK, quand tu reçois un clic, tu regardes si l'élément sur lequel on a cliqué, c'est un span. Et si c'est un span, alors tu appelles mon code. C'est ça la délégation d'événements. Alors, c'est pas si simple que ça nécessairement de mettre ça en œuvre vous-même, mais si vous utilisez encore GuidQuery, ça se fait en une ligne de code. Donc, vous pouvez dire, OK, ça c'est mon objet container, et vous pouvez dire, OK, écoute sur les clics des spans à l'intérieur, écoute sur le clic sur les spans et appelle mon code quand ça se passe. Et alors l'élément que vous recevez ici, c'est bien le span qui a été cliqué et pas le conteneur. Donc en une ligne de code, vous pouvez faire la délégation d'événements. Et alors c'est bien, c'est que ça, vous mettez ça au début et vous n'avez plus rien à gérer après. Que les spans vont arriver après, sont retirés, sont remis, ben, ça va toujours fonctionner. Vous ne devez pas gérer vous-même la remise des event handlers. Alors ça finit un peu ma partie sur les bonnes pratiques de développement de Git. Donc on a parlé un peu plus comment rendre votre code un peu plus performant. Maintenant on va parler sur comment augmenter la qualité de votre code dans GWT, dans votre application. Alors la première truc que vous devez faire, c'est les unit tests. Alors si vous utilisez les bonnes pratiques que j'ai parlé avant, les unit tests maintenant, ça va être très très facile à écrire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir toute votre business logique dans votre présenteur. Donc vous allez écrire un test, une classe de test pour chaque présenteur. Vous utilisez l'injection de dépendance. Donc ça va être très simple de pouvoir moquer votre dépendance et en plus de pouvoir contrôler le comportement de votre dépendance. Donc vous allez pouvoir vraiment faire des tests assez... La granularité de vos tests vont être... Pardon, excusez-moi. Vont être... je sais pas tout. Bon, vous allez pouvoir, je vais vous donner des exemples maintenant, pouvoir écrire ça très, très facilement. Ah oui, alors chez nous, ce qu'on fait, c'est que on prend chaque présenteur a sa classe de test, et on va tester uniquement les méthodes protected et les méthodes publiques. Et alors, surtout, on va éviter de changer la visibilité des méthodes ou des champs juste pour test. Donc si vous devez mettre des trucs package protected juste pour pouvoir changer dans votre test, c'est qu'il y a un problème dans la structure de votre classe. Il faut penser à ça, vous ne devez pas faire ça. Et aussi, ce qui est important, et j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'ici, comme on va tester les présenteurs avec le modèle MVP, comme les présenteurs n'ont ne connaissent rien au niveau du UI, n'utilisent pas les éléments DOM et tout ça, tous vos tests vont pouvoir tourner dans la JRE. Ça veut dire que vos tests vont tourner beaucoup plus rapidement. Quand vous allez tourner votre batterie de tests, en quelques secondes, les tests vont tourner. Si vous ne devez plus utiliser de Git test case. Le Git test case, c'est quand même assez lourd à démarrer. Et ça, on va revoir après, c'est très important. Alors juste, ça c'est pardon un test qu'on fait. Je vais juste vous expliquer un truc ici. Ouais, c'est comment on nomme nos méthodes en fait. Donc il faut savoir qu'après, je vais parler un peu de code review, et les tests vont aussi passer dans le code review. Et c'est bien pour les personnes, quand vous écrivez votre test, vous savez ce que fait le test. C'est bien que les personnes qui vont lire le test puissent comprendre automatiquement ce que fait le test. Alors pour ça, on utilise un pattern dans le nom de la méthode. Donc on va avoir trois parties dans le nom de la méthode. La première partie, c'est vraiment ce qu'on va tester. Donc ici, on va tester la méthode onHive. La deuxième partie, c'est c'est le contexte du test, c'est-à-dire ici, ben voilà, on va tester la méthode onHive quand les fields vont changer. Donc c'est le test case qu'on va changer, qu'on va tester. Et la troisième partie, c'est ce qu'on attend, c'est le comportement attendu de notre présenteur lorsqu'on va faire ça. Donc ici, on va vraiment tester la méthode onHive lorsque les champs vont changer, et on s'attend que ce présenteur déclenche un événement field availability change. Et c'est le même ici. Ici, c'est exactement le test, sauf qu'ici, on va tester que les champs n'ont pas changé, et donc ben, on s'attend que l'événement n'est pas déclenché. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye d'utiliser la même structure dans nos tests pour que les gens ne soient pas perdus quand ils lisent votre test. Si tous vos tests ont la même structure, c'est facile de lire un test à ce moment-là.
Alors, on va toujours utiliser les patterns given when 10. Donc given, ça va être un peu, c'est la partie qui va initialiser votre test. Donc c'est là où vous allez moquer vos dépendances. Et c'est là où vous allez définir le comportement de vos dépendances. When, là c'est vraiment le test, donc qu'est-ce que j'appelle la méthode à tester. Et le 10, c'est là où on va vérifier que tout se passe comme on s'y attend. Alors pour ça, on utilise Mockito. Bon, il y a plein d'autres trucs, nous on utilise Mockito parce qu'en fait on a créé un autre produit qui s'appelle Jukito, qui est en fait l'introduction de Gin directement dans Mockito. C'est-à-dire que si vous utilisez Gin comme librairie d'injection de dépendance, Jukito va faire énormément de choses pour vous. Par exemple, il va moquer directement vos dépendances. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans votre classe de test, vous injectez la classe à tester, mais vous allez injecter aussi toutes les dépendances. Et c'est ces mêmes dépendances que Jukito va injecter ces mêmes dépendances dans votre classe de test. Ça fait que c'est plus facile pour vérifier que tout se passe bien comme vous vous attendez. Et aussi, vous pouvez définir un module Gin qui va permettre d'overrider un peu le module général pour dire ok, cette interface-là, tu vas utiliser telle implémentation, qui est une implémentation demi par exemple. Et donc vous pouvez overrider votre configuration d'injection de dépendance pour le test. Et ça, Jukito va le faire après pour vous. Alors, mon autre point, qui est super important, je crois maintenant, c'est mettre en place le code review. Le code review, c'est pas nécessairement pour les projets open source maintenant, ça doit être utilisé aussi dans les applications, dans les entreprises. Alors, pourquoi? Parce que ça va augmenter la qualité de votre code, parce qu'on va découvrir les bugs beaucoup plus tôt, parce que peut-être que ce que vous allez changer va avoir un impact sur un autre module que vous n'avez jamais travaillé, mais la personne qui travaille dessus va le voir et va vous l'indiquer. C'est aussi, ça c'est un point très important que les gens oublient, faire du code review, c'est un moyen aussi d'apprendre des autres. C'est-à-dire que les autres vont apprendre de vous et vous allez apprendre des autres. Parce que si vous travaillez dans une application complexe où il y a plusieurs personnes qui travaillent, il va y avoir différents modules, vous allez travailler sur un module, mais vous n'allez pas être au courant de ce qui se passe dans les autres modules. Si vous faites le code review des autres modules, vous allez savoir comment c'est implémenté, comment ça se passe. Et une fois que la personne est en vacances et qu'il y a un problème sur le module, vous avez déjà une idée de comment ça marche et où il faut aller voir. Donc c'est vraiment une manière, vous pouvez apprendre aussi beaucoup sur la technologie parce que vous avez des seniors développeurs, des juniors développeurs, ça va permettre aux juniors développeurs d'apprendre énormément des seniors juste en faisant le code review du senior. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions lors du code review lorsque vous ne comprenez pas. Le but c'est vraiment d'avoir des discussions sur les parties de code pour comprendre et pour être sûr que ça ne casse rien dans l'application. Alors ouais, pour ça vous pouvez utiliser des outils web. Là j'en ai listé quelques-uns que nous on utilise. Il y a GitHub qui permet de faire du code review. Bitbucket, c'est l'équivalent aussi de GitHub. Statch, c'est Bitbucket, mais c'est quelque chose que vous pouvez installer en interne, parce que quand vous travaillez pour des grandes entreprises, mettre tout dans le cloud, ils n'aiment pas trop. Donc ça, c'est un outil de code review que vous pouvez installer, mais c'est payant en interne. Gerrit, c'est le même, vous pouvez aussi l'installer en interne, et ça, c'est gratuit, et c'est fait avec Git, en fait, le Gerrit. C'est ce que nous, on utilise pour gérer les codes review de Git, on utilise Gerrit. Alors, les bonnes pratiques dans le développement. Alors, je crois que ce tweet dit tout. Si vous avez 10 lignes de code, les gens vont trouver 10 problèmes dans votre code. Si vous avez 500 lignes de code, ils vont juste dire ça va, ça me paraît OK. Parce que plus le changement va être gros, et plus les gens vont avoir du mal de faire votre code review. Parce que quand vous arrivez au matin et que vous commencez le code review, et vous voyez qu'il y a 50 classes à reviewer, vous allez commencer à passer assez vite, et puis vous allez dire ça a l'air correct. S'il y a juste 2-3 classes, ça sera plus facile pour vous vraiment comprendre ce que le changement fait et voir s'il y a des impacts sur votre code. Donc c'est un truc important, c'est que vos changements doivent être petits. Si vous travaillez vraiment sur une grosse feature, vous allez découper ça en petits changements que vous allez proposer en code review. La deuxième bonne pratique, c'est d'utiliser un style guide. Alors, le truc, c'est que si votre code a toujours la même structure et toujours stylé de la même façon, les gens vont avoir beaucoup plus facile pour le lire. Et ça, c'est super important quand on fait du code review. Ne fût-ce que certaines mettent les brackets à la fin de la ligne ou au début de la ligne, c'est perturbant pour les personnes quand on lit. Donc,
Si votre code a toujours le même chose, la même indentation de ça, le code review va être beaucoup plus facile. Et bien sûr, un truc important, c'est que c'est juste pas de faire du code review, mais quand il y a des commentaires, mais il faut y répondre, il faut le fixer et tout ça, et il ne faut pas merger comme ça votre code avant que tous les commentaires soient adressés. Alors un autre point qui est important aussi, si vous voulez un code de qualité, c'est de mettre en place un serveur de continuous integration. Je crois que maintenant aussi tout le monde connaît ça. Mais le point important, bon, là je liste encore les différents serveurs qui existent. Il y en existe plein d'autres, hein, ça c'est plus ou moins ceux que je connais. Ça, ce qui est bien, c'est que celui-là c'est dans le cloud. Si vous n'avez pas de serveur, si vous avez un petit projet à vous, ben, vous pouvez, tout est configuré pour vous, ça va vite. Tout ça, ben, ça vous devez installer vous-même. Et Bamboo aussi, c'est le cas. Alors, le truc qui est important, parce que là je reviens encore sur le code review, c'est que le premier utilisateur qui doit faire le code review, c'est votre serveur d'intégration. C'est-à-dire que quand vous faites un changement, votre serveur d'intégration doit builder votre changement, il doit voir que votre changement compile et il doit tourner les tests. C'est pour ça que les tests sont importants et c'est pour ça que c'est important aussi de faire des tests dans la JRE pour que le CI server peut faire ça très rapidement et vous donner un feedback. Et c'est ça qui est nécessaire aussi, c'est que ça ne sert à rien de faire tourner votre CI server sur vos changements s'il ne vous donne pas de feedback. Et donner un feedback par mail, ça ne sert à rien. Parce que la plupart des gens, on reçoit plein de mails, donc soit ils ne vont pas le lire, et les gens ne vont pas se rendre compte que quelque chose est cassé. Ici, par exemple, c'est un truc sur Git Platform, et nous, on utilise TeamCity chez Arbis. Et alors, directement, TeamCity va poster sur GitHub, sur la pull request, pour dire « Ok, tout a bien fonctionné », et surtout, les tests sont passés. Et donc, si jamais c'est pas le cas, alors ça, tout est en vert, et vous avez un lien pour aller voir, tout est en rouge, pardon, et vous avez un lien pour voir qu'est-ce qui s'est mal passé dans le champ. Et tant que c'est en rouge comme ça, on voit que la personne ne peut pas merger la pull request. Et alors, là aussi, ce que ça va pour mettre, c'est, on parlait du style guide avant, vous pouvez être sûr que la personne va suivre le style guide en utilisant checkstyle. Et donc, ça veut dire que votre CI server va tourner checkstyle sur le changement et il va pouvoir voir si le développeur a bien suivi le style guide. Ce n'est pas le cas, le build ne va pas compiler et à ce moment-là, il ne peut pas merger. Donc, il doit fixer d'abord le style guide avant de le faire. Si vous n'avez pas ça, le style guide, ça va marcher les 2-3 premières semaines. Après, tout le monde va faire un peu son truc parce que, vous savez, des fois, il faut se dépêcher, il faut aller rapide et donc, on ne fait pas vraiment attention. Alors je vais juste finir cette partie par le développement de process parce que je trouve que ça fonctionne bien chez nous. Donc là j'ai vu la performance, j'ai vu comment faire le code de qualité. Maintenant j'avais dit qu'on faisait ça dans un temps assez court. Et en fait on a différents... Oui. Ça c'est le prototype de Nest. Je ne sais pas si vous connaissez Nest, le thermostat. Alors souvent, avant que j'arrive chez Arbis et qu'on utilise le process que je vais vous décrire, après quelques mois de développement, mon application elle ressemblait plus à ça qu'à ça. Parce que voilà, je ne suis pas designer, c'est ça je connais, mais pas nécessairement. Donc je me focus plus sur la logique business que sur le UI. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on a différents acteurs qui vont intervenir dans le développement. Ça va être d'abord le designer qui va créer tous les mock-ups. On a des web intégrateurs, c'est des gens qui connaissent le CSS et le HTML par cœur. Ils font ça tous les jours, ils adorent faire ça, tant mieux pour eux. Et puis, on a les développeurs. Il y a nous qui allons arriver. Alors, comment ça se passe? Il y a d'abord, avant que tout le monde commence à travailler, c'est d'abord le designer qui va créer les mock-ups avec le client, etc. Et les mock-ups vont être validés par le client. À partir d'un certain moment, lorsqu'on a assez de mock-ups, on fait intervenir les web intégrateurs. Alors, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les mock-ups et ils vont les convertir en HTML et CSS. Alors, chez nous, les web intégrateurs sont je ne vais pas dire qu'ils sont plus intelligents, pardon, connaissent un peu Git et GoTP. Et bon, avec GoTP, c'est toujours un écran, une view, un présenteur. Donc, ils créent eux-mêmes le view présenteur. Ils connaissent UINbinder, donc ils vont mettre leur HTML dans UINbinder. Ils connaissent le CSS Resource, donc ils gèrent leur CSS avec le CSS Resource. Ce qui fait qu'à un certain moment, lorsqu'ils ont fini leur travail ici, on a déjà une application Git qui fonctionne. Elle ne fait rien, mais par exemple, la navigation fonctionne. Donc, vous pouvez commencer à aller d'un écran à l'autre. C'est des données derrière qui sont factices parce qu'ils mettent du HTML, du pur HTML dedans. Les boutons ne fonctionnent pas, mais si c'est pour passer d'un écran à l'autre, tout fonctionne. Donc, le client a déjà l'application comme elle va être à la fin. Donc, il peut déjà essayer, voir si c'est beau, si ça marche bien de ça.
On a aussi du responsive design qui est fait automatiquement parce qu'eux sont forts, donc ils font leur CSS en fonction de ça. Et puis nous seulement on arrive dans le processus, c'est-à-dire que là on va arriver, on va implémenter la business logic. Donc nous on va implémenter le côté présenteur en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment cette séparation où tu as le côté UI qui va faire par le web integrator dans la vue. Et nous, on va travailler vraiment plus du côté présenteur. Alors, on va bien sûr extraire des parties d'HTML qui vont être réutilisées un peu partout pour créer des composants. On va changer des tables pour utiliser, par exemple, les side tables, etc., etc. Mais en gros, on ne va plus faire beaucoup du user interface. Alors, bien sûr, comme tout bon développeur, on va casser le layout. Donc après, on va redemander au web integrator de retravailler dessus pour refaire le layout. Et automatiquement, donc, on va toujours travailler ensemble pour faire l'application. Et ça permet franchement d'arriver à avoir une application très rapidement et très jolie surtout. Parce que souvent on met toujours le UI sur la fin et la fin on a du retard, machin, et c'est là que finalement c'est tout fait. Alors ça a fini ma partie sur les bonnes pratiques et maintenant on va parler un peu de GWT, de la technologie Ferrita. Alors la première question que tout le monde se pose c'est GWT is dead. On voit ça partout, j'ai vu ça encore récemment, il y a une conversation sur LinkedIn qui a démarré là-dessus, sur Google+. Il faut savoir que l'équipe a changé, dans GWT avant c'était Atlanta, maintenant c'est à Mountain View. Donc pendant 2 ans, c'était de nouvelles personnes qui ont travaillé sur le projet. Donc pendant 2 ans, il n'y a plus grand-chose qui est sorti de nouveau chez GWT. En même temps, il y a eu AngularJS qui est arrivé, il y a eu Dart, donc les gens se sont dit si Google investit dans Angular et dans Dart, c'est parce qu'il laisse tomber GWT. Ce serait vrai si Google était une compagnie comme toutes les autres compagnies, mais ce n'est pas le cas chez Google. Ils investissent dans différentes technologies qui font la même chose. Alors, pour vous donner une idée, GWT est utilisé par plus de 3000 personnes chez Google, qui fait quand même un gros papier. Il y a pas mal d'applications qui utilisent GWT, parce qu'on croit qu'il n'y a plus d'applications qui utilisent GWT. Je les ai listées ici. Et surtout, ça vous a dû l'avoir il y a récemment, il y a 2 semaines de ça, c'est Inbox. Donc, Inbox en fait est fait en utilisant GWT. Alors, on n'utilise pas que GWT, ils utilisent 70% du code est fait en utilisant GWT et 30% est fait en JavaScript en utilisant Clojure. Alors, il faut savoir que dans Inbox, ils targetent 3 plateformes, la plateforme iOS, la plateforme Android, la plateforme web. Donc ici, on parle de la plateforme web, bien sûr. Et alors, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent partager tout le code logique, parce qu'il y a beaucoup de code qui est mis au niveau client, la recherche et tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui étaient au niveau serveur qui maintenant arrivent au niveau client. Et ils veulent pas réécrire ce code dans les 3 technologies. Alors bon, ils ne vont pas faire ça en Objective-C, ils ne vont pas faire ça en JavaScript, ils ont choisi de faire ça en Java, ce qui permet de réutiliser le Java directement dans leur application Android. Alors pour la plateforme iOS, ils ont un outil qui va convertir ce code Java en code Objective-C. Et pour la plateforme web, eh bien, ils ont déjà l'outil, c'est GWT. Ils vont utiliser GWT pour générer le JavaScript qui va être utilisé du côté web. Et alors, il y a 30% de closure. En fait, ça va être vraiment l'interface utilisateur. Et là, on en revient encore à nos présenteurs, vue, tout ça. Mais l'interface utilisateur va faire en natif. C'est-à-dire même du côté Objective-C, ils vont faire l'Objective-C pour faire le UI. Android, ça va être du Java Android. Et là, ils vont utiliser Clojure. Alors, pourquoi Clojure? Il faut savoir qu'une box, quand même, est faite par Gmail, par l'équipe de Gmail. Et Gmail utilise Clojure depuis des années et des années. Donc, ils ont quand même une certaine expérience avec Clojure. Pour moi, c'est la raison pourquoi ils ont utilisé Clojure pour faire l'interface, la partie interface utilisateur. Alors, dans le monde, il y a plus de 150 000 développeurs qui utilisent maintenant GWT dans le monde. Il y a d'autres organisations, Google, qui sont assez... Apple et Amazon, par exemple, utilisent GWT dans leur site. Donc, pour répondre à la question, non, GWT n'est pas mort. Et alors, on va le voir maintenant. On est en train de travailler sur GWT 2.7 qui va sortir ici dans quelques jours. La release candidate est là, vous pouvez déjà l'utiliser. Et là, il y a 2 grosses fonctionnalités importantes dans GWT 2.7. La première, c'est l'incremental compilation. Alors, l'incremental compilation, ils ont refait en fait le compilateur from scratch, enfin, grosse partie. Et maintenant, le compilateur va être capable de recompiler seulement les choses que vous avez changées dans votre code. C'est-à-dire que donc la première compilation va prendre le même temps qu'avant, elle va être un peu plus rapide qu'avant, mais donc quand vous allez lancer l'application avec le Super Dev Mode, ça va prendre peut-être les 20, 30 ou 40 secondes, ça dépend un peu de votre application.
Mais après, lorsque le SuperDevMode va recompiler l'application, il va juste recompiler les fichiers qui ont changé. Et donc, on va avoir besoin que de quelques millisecondes, aller jusque 3 secondes pour recompiler l'application. Ça dépend un peu des changements que vous avez fait dans l'application et de combien de classes vous avez à invalider en fait. Ça, c'est un gros changement. Moi, j'utilise en fait ça depuis maintenant 2 mois et franchement, je ne peux plus m'en passer. Donc, quand j'arrive sur un projet qui utilise encore GUID 2.6, le premier truc que je fais, c'est que je le porte en GUID 2.7 avec la release candidate parce que c'est juste un pur bonheur pour développer. Donc. Et en plus, maintenant, lorsque vous reloadez l'application dans votre navigateur, automatiquement le SuperDevMode recompile l'application. S'il n'y a rien de changé, ça prend 2 millisecondes, et s'il n'y a rien de changé, et hop, il redonne les mêmes fichiers JavaScript. Et donc c'est quasi instantané, quoi. Vous revenez, vous retrouvez les sensations de développer avec du pur JavaScript où vous faites un changement dans le fichier, vous reloadez l'application et tout est là automatiquement. Donc c'est intégré dans le SuperDevMode, c'est la compilation par défaut dans GUID 2.7 dans le SuperDevMode. Et le DevMode, bien sûr, va disparaître au profit du SuperDevMode. Et maintenant, lorsque vous démarrez le DevMode en GUID 2.7, il démarre automatiquement le SuperDevMode. Mais tout va être fait dans un processus. Pour le moment, si vous utilisez le SuperDevMode dans GUID 2.6, vous devez lancer votre serveur d'un côté et vous devez lancer le SuperDevMode de l'autre pour pouvoir... Alors, moi, j'ai trouvé que de temps en temps, c'est compliqué parce que quand vous arrivez sur votre application, par exemple, vous utilisez Maven, et il ne détecte pas que le SuperDevMode est là, c'était un peu le boxon. Maintenant, tout est intégré dans un seul processus et un processus va tout appeler. Et la deuxième grosse feature, c'est le support, c'est l'introduction de Google Closure Style Sheet dans GUID. Alors, ça c'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir un full support de CSS3 dans vos CSS ressources. Alors, Google Closure Style Sheet, ça fait partie du projet Closure à la base. C'est aussi un compilateur CSS qui va compiler votre CSS pour le minifier, pour l'optimiser, etc. Donc ici, maintenant, vous allez pouvoir utiliser les GSS directement dans vos CSS Resources. Et vous pouvez donc utiliser les media query, les keyframes, les animations, les nouveaux CSS3 selectors. Ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas utiliser pour le moment dans CSS Resources. Le parseur ne va pas être capable de parser ça. Ça, c'est une nouvelle méthode qui est vraiment très fort utilisée par nos web intégrateurs. C'est pour pouvoir faire une méthode de calcul dans CSS. C'est vraiment très... Et alors, ça fait beaucoup plus que ça. Je donnerai, pour ceux qui viennent au GUID Create au mois de janvier, je vais donner un talk là-dessus parce que c'est ma principale contribution cette année dans GUID, c'était d'ajouter ça dans GUID. Mais vous pouvez utiliser les variables comme vous avez déjà dans le CSS Resource actuel, les conditionnels aussi, mais vous pouvez utiliser des fonctions, vous pouvez définir votre propre fonction en Java et l'utiliser dans votre CSS. Il y a les composants, les mixins, c'est vraiment beaucoup plus puissant que ce qu'il y a actuellement dans CSS Resource. Alors c'est toujours expérimental en GUID 2.7. Si vous voulez l'utiliser, il faut utiliser un flag dans une propriété dans votre module. Dans votre module le GUID, vous devez simplement mettre le CSS Enable GSS à true. Alors on a mis en place aussi une conversion en mémoire parce qu'en fait, vous pouvez déjà dès lors l'utiliser dans votre application maintenant, même si vous utilisez l'ancienne syntaxe dans vos CSS ressources. Vous pouvez à ce moment-là enabler une conversion et automatiquement, donc il suffit d'utiliser un flag pour ça, automatiquement, basé sur l'extension du fichier, si votre CSS ressource utilise un .css, il va automatiquement convertir le fichier en .gss pour utiliser le GSS Generator. Si ça utilise un .gss, automatiquement, il va dire « Ok, là c'est du GSS, je n'ai pas besoin de le convertir ». Alors, il faut savoir aussi qu'on a introduit ce qu'on appelle un Lennion Mode parce que le parseur de GSS est beaucoup plus strict que le parseur qu'on utilisait avant dans CSS Ressources. Donc, il se peut qu'il y ait, pendant la conversion, le build ne fonctionne pas. Et donc, vous pouvez à ce moment-là mettre en place le Lennion Mode. La première truc qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord fixer le CSS, c'est qu'il y a un problème dans votre CSS si ça ne marche pas. Il faut d'abord fixer le CSS, mais si par exemple vous utilisez une librairie tierce et que vous n'avez pas accès au CSS, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place le mode Lennion qui va laisser passer les erreurs ou qui va, pendant la conversion, essayer automatiquement de fixer ces erreurs-là. Et c'est peut-être pas nécessairement ce que vous voulez. Donc vraiment, s'il y a un problème pendant la conversion, c'est que votre CSS n'est pas bon. Donc c'est mieux de le fixer avant de...
Alors, GUID 3.0, on va bientôt y être l'année prochaine. Les deux grosses features aussi, ça va être le support Java 8. Alors, tout le support de la syntaxe Java 8 est déjà là. Tout ce qui manque maintenant, c'est l'émulation des nouvelles API dans Java 8. Ça va demander quand même un peu de boulot. Et la deuxième grosse feature qui va apparaître, c'est JS Interrupt. Alors, JS Interrupt, ça va vous permettre d'exporter votre code Java en JavaScript. Alors, vous pouvez déjà le faire pour le moment, c'est-à-dire que quand vous écrivez une méthode GNSI, il y a un pattern à utiliser pour pouvoir appeler de votre JavaScript une méthode Java de votre code 8. Mais ici, l'idée, c'est d'utiliser, si vous utilisez par exemple une librairie externe, mais c'est la librairie externe JavaScript qui va être capable d'appeler votre méthode GWT. Alors, je vais en parler très brièvement, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire. C'est très simple, ça s'utilise avec une annotation qui s'appelle JSType. Donc ça va être par exemple mon interface Java dans mon code 8. Alors ça, c'est une classe qui va implémenter cette interface. Alors ici, ça c'est une nouvelle fonction qui apparaît, c'est la fonction JS. Ça permet en fait d'appeler du JavaScript. Et ici, on va appeler cette méthode JavaScript en passant directement notre objet fooImpl. Et ce qui est bien, c'est que ça c'est une fonction JavaScript qui est dans un des fichiers JavaScript. Ce n'est pas une fonction qui est inclue dans une méthode GNSI, c'est vraiment une librairie JavaScript à côté. Eh bien, elle va pouvoir appeler directement le nom myMethod dessus, ce qui n'était pas possible pour le moment. Donc il va vraiment avoir une communication entre le Java et le JavaScript. Ça, c'est très stable, ça existe déjà, et c'est utilisé par Inbox en fait. Inbox utilise ça pour pouvoir parler, pour que Clojure puisse rappeler le code GUID. Mais ce n'est pas tout, ça va vous permettre aussi d'exporter, parce que c'est dans les deux sens. Ça va surtout, et à mon avis c'est ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est que ça va permettre d'exporter n'importe quelle API JavaScript en Java. Et alors c'est le même, vous utilisez le JSType. Alors ici par exemple, imaginons que j'ai envie d'utiliser jQuery. On va utiliser JSType, on va définir les méthodes que j'ai envie d'utiliser dans jQuery. Et automatiquement, ici c'est le même, je vais appeler un JavaScript pour appeler ma librairie. Donc pour appeler, là c'est vraiment un appel à jQuery qui est fait. Et ça va me retourner un objet jQuery, un objet Java qui va être l'objet jQuery où je vais pouvoir appeler toutes les méthodes que j'ai envie dessus. Donc c'est vraiment pour intégrer avec des librairies tierces. Alors, bon, il y a aussi ça va permettre aussi d'étendre les objets JavaScript même. Donc si vous utilisez une librairie JavaScript tierce, vous allez pouvoir étendre directement les objets en Java. Donc c'est vraiment très performant. Par exemple ici c'est polymère, donc on spécifie un prototype. Alors on va avoir cette classe ici qui va être générée automatiquement du fait de cette annotation. Et donc ici on va définir des méthodes Java qui va être compilée en JavaScript, mais qui va overrider le prototype de l'objet JavaScript. Alors ça a l'air, vous allez peut-être demander pourquoi, mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser le Web Component et Material Design comme ça. On ne devra pas porter le Web Component, on ne devra pas porter le Material Design en GWT. Vous allez pouvoir l'utiliser directement dans votre code directement le JavaScript dans votre code. Et aussi, du fait que vous pouvez étendre les prototypes JavaScript, vous allez pouvoir écrire vos propres Web Components en GWT directement aussi. Si vous voulez créer un nouveau bouton, et vous allez pouvoir étendre le prototype du bouton HTML et rajouter votre code pour définir le comportement de ce bouton. Alors vous pouvez déjà commencer ça existe déjà dans GWT 1.7, il faut aussi le tourner avec un flag dans le dev mode, dans le compilateur, pardon. Mais faites attention parce que ça va changer dans le futur, c'est quasi sûr. Là, l'export du Java vers JavaScript, c'est stable, à mon avis ça reste comme ça. L'autre, c'est toujours en développement. Donc voilà, ce sera pour GWT 3.0. Mais voilà, ça finit tout juste ma présentation. Merci à vous de votre attention. Et comme j'avais dit, on n'aura pas le temps pour les questions, je crois. Enfin, vous pouvez toujours essayer tant que sur l'autre personne arrive. De toute façon, je suis là donc, toute la journée, donc si vous voulez venir me voir, poser des questions, même si j'ai